Ce que vous voyez est le canal du Karakoum, construit dans le Turkménistan soviétique pour approvisionner en eau les régions du sud et du sud-ouest. Il s'étend sur 1445 km et sa construction a été lancée par l'URSS au milieu du XXe siècle. Ça fait plus de 70 ans, mais ça reste l'un des projets d'irrigation les plus problématiques de l'Asie centrale moderne. Le canal était censé détourner l'eau du fleuve Amou Darya et irriguer le désert du Karakoum au Turkménistan. Mais sa construction a eu des conséquences environnementales et économiques à long terme, notamment une forte baisse du débit de l'Amou Darya dans la mer d'Aral. Et ça a, à son tour, provoqué l'une des pires catastrophes environnementales au monde. En fait, le canal prélève 45% de l'eau de l'Amou Darya, et c'est ce qui tue la mer d'Aral. Et toute l'eau n'est même pas utilisée, un quart environ disparaît dans le lit du canal car elle est absorbée par la terre. Un autre problème est l'accumulation de limon. Le limon obstrue les pores du lit du canal et lorsqu'il y en a trop, le niveau de l'eau monte, ce qui endommage le lit. Les réservoirs s'envasent également, ce qui évidemment réduit leur volume utile. Bien que le canal du Karakoum apporte de nombreux avantages à la population, on ne peut nier qu'il pose également des problèmes. Et vous savez quoi? Il semble que, pas loin de là, on soit en train de créer un autre problème du même genre. Je me sers un café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de faire ce que vous savez sous la vidéo, si ça ne vous dérange pas. Bien, voici le canal de Koch-Tepa. Vous en avez entendu parler? Il s'agit d'un canal d'irrigation en cours de construction dans le nord de l'Afghanistan. Une fois terminé, il pompera l'eau du fleuve Amou Darya pour irriguer 3 provinces du nord de l'Afghanistan. Lorsque le canal sera opérationnel, il mesurera 285 km pour une largeur de 100 mètres et une profondeur allant jusqu'à 8,50 m. Les autorités affirment que le projet conduira à une révolution verte, stimulant la création d'emplois à grande échelle. La stabilité économique de l'Afghanistan réjouirait la communauté internationale. Aussi, le projet semble aller dans le bon sens. Mais le canal de Koch-Tepa suscite l'inquiétude des pays voisins. Et pas sans raison, car les experts prévoient que le canal détournera 20% de l'eau du fleuve qui forme la frontière entre l'Afghanistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Cette eau servira à irriguer 550 000 hectares de terres agricoles actuellement sèches, ce qui est une bonne chose. Une fois le canal mis en service, l'Afghanistan profitera de 4 à 4,5 milliards de mètres cubes d'eau supplémentaires par an, une augmentation énorme. En tout cas, par rapport à ce dont le pays dispose actuellement. Dans le cadre d'un accord passé avec l'ex-URSS, l'Afghanistan s'est vu accorder un volume annuel de 9 km3 provenant de l'Amou Darya. Cet accord est toujours en vigueur aujourd'hui, en théorie. En pratique, le pays n'a jamais pu utiliser plus d'un tiers du volume qui lui avait été alloué. L'Afghanistan n'a pu obtenir à la fin des années 1980 qu'un maximum de 2,1 km3. En 1987, l'URSS a réparti le débit de 61,5 km3 du fleuve entre les républiques du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan et du Kazakhstan. Personne n'a rien demandé à l'Afghanistan, qui était en guerre avec l'URSS. Le pays a été exclu des accords de partage de l'eau conclus à l'époque soviétique. Après l'effondrement de l'URSS, les nouveaux pays indépendants d'Asie centrale ont signé l'accord d'Almaty en 1992 qui suivait le cadre établi précédemment. L'Afghanistan a de nouveau été exclu de l'accord, ce qui signifie que l'utilisation des eaux de l'Amou Darya par ce pays n'est soumise à aucune restriction juridique. Lorsque la construction du canal a commencé en 2022, l'Afghanistan ne faisait encore partie d'aucun accord régional ou international sur l'utilisation des eaux fluviales transfrontalières. En d'autres termes, rien n'était prévu pour résoudre les différends qui pourraient opposer les pays du bassin fluvial. Le gouvernement s'est contenté de déclarer que l'Afghanistan avait le droit d'utiliser les eaux du fleuve Amou Darya au même titre que les autres pays et que les accords passés n'avaient aucune importance. D'un côté, ça semble juste, mais de l'autre, d'un point de vue juridique, l'Afghanistan vole de l'eau, littéralement. Les signataires de l'accord se battent également pour cette ressource.
En septembre 2023, lors d'une réunion portant sur la mer d'Aral, le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a déclaré « Le problème de la pénurie d'eau en Asie centrale est aussi sérieux qu'irréversible et il ne fera que s'aggraver à l'avenir. » Vous devinez pourquoi? Eh oui, à cause du changement climatique. Le phénomène touche déjà l'Asie centrale et il a de graves répercussions. La région a connu des températures records au cours des 3 derniers étés, les précipitations ont diminué et les glaciers des montagnes de l'Est fondent. Malheureusement, l'Afghanistan est le pays dont la situation est la plus difficile dans la région. Et je ne parle même pas de la situation politique, économique ou sociale. Selon certaines données, au cours des 70 dernières années, la température moyenne en Afghanistan a augmenté de 1,8 degrés Celsius, soit le double de la moyenne mondiale. Il s'agit là d'un signal très inquiétant. Le peuple afghan, qui souffre déjà d'années de guerres et de conflits internes, est confronté à une terrible crise humanitaire et à une pénurie d'eau. Le système d'approvisionnement en eau du pays est en ruine en raison des conflits et les autres infrastructures ne vont pas beaucoup mieux. Par exemple, dans les années 1970, 3,5 millions d'hectares de terre étaient cultivés en Afghanistan, mais ce chiffre est tombé à 1,5 million d'hectares. Ainsi, revitaliser les terres en friche et rénover le système d'irrigation est crucial pour le pays. Dans un récent rapport sur l'Afghanistan, le Programme des Nations Unies pour le développement note que 79% de la population n'a pas un accès décent à l'eau et que 67% des ménages sont confrontés à des difficultés liées à la sécheresse. Face à une crise aussi grave, les autorités afghanes ont annoncé le lancement de 300 projets de gestion de l'eau dans différentes provinces. Le canal de Koch-Tepa, qui au fait est en projet depuis le début des années 70, en est l'un des principaux. Outre l'avantage évident que représente, vous savez, l'accès à l'eau, on espère que les industries liées au canal emploieront plus de 250 000 personnes. Amélioration de l'agriculture et hausse de l'emploi aideront à résoudre certains problèmes sociaux dont beaucoup sont causés par la pauvreté extrême. Difficile de bien vivre lorsque l'on ne dispose pas d'un élément aussi essentiel que l'eau. Pas étonnant que l'Afghanistan soit classé 7e sur la liste des pays les plus vulnérables au changement climatique. La population est déjà confrontée à la sécheresse, aux inondations et autres catastrophes naturelles et la situation ne fera qu'empirer. Partager l'eau semble donc être la meilleure chose à faire, mais le projet de canal inquiète les pays voisins. L'Amou Daria est le fleuve le plus grand d'Asie centrale. Il mesure 2540 km pour une superficie de 309 000 km². Le bassin de l'Amou Daria irrigue 2,3 millions d'hectares de terre en Ouzbékistan, 1,7 million d'hectares au Turkménistan, environ un demi-million d'hectares au Tadjikistan et 0,1 million d'hectares au Kirghizistan. Au total, 80% des ressources en eau de l'Asie centrale proviennent de ce fleuve. L'importance de l'Amou Daria est énorme. Toutefois, l'achèvement du canal de Koch-Tepa pourrait radicalement changer la situation et l'équilibre de l'eau en Asie centrale. Surtout si la construction se poursuit comme elle le fait actuellement, sans effort collectif pour étudier les conséquences sur, sur tout ce qui l'entoure. La population est très inquiète dans les pays situés en aval du fleuve, Ouzbékistan et Turkménistan. Tout d'abord, le canal pourrait avoir un impact négatif sur l'industrie du coton en Ouzbékistan, car le coton a besoin d'eau, de beaucoup d'eau. Le pays compte de nombreuses plantations concentrées dans les régions de Boukhara et de Khorezm, ainsi qu'au Karakalpakstan. Le coton est la principale culture du pays, il représente 17% de son PIB. Hors de question de réduire la production. Ce secteur agricole assure la subsistance de près de 40% de la population du pays, directement ou indirectement. Selon le ministère des Ressources en eau de l'Ouzbékistan, la limite annuelle des prélèvements d'eau dans les bassins des fleuves Amou Daria et Sir Daria est de 64 milliards de mètres cubes et le pays reçoit actuellement 20% de moins que la limite fixée. Alors, il semble impossible de réduire encore les prélèvements. Les fermiers locaux sont déjà confrontés au manque d'eau, des exploitations font faillite, les vergers et les champs s'assèchent, l'inquiétude est grande. Les gens avaient déjà des difficultés financières, mais avec la mise en service du canal, ils vont devoir déménager. Impossible de cultiver sur des terres asséchées. Le Turkménistan connaît une situation similaire. Là-bas, l'agriculture représente 10% du PIB.
On estime qu'avec l'achèvement du canal, l'Ouzbékistan et le Turkménistan pourraient perdre jusqu'à 15% du débit actuel de l'Amou Daria sur leur territoire. Ça aura un impact significatif sur les économies de ces deux pays. Les pays situés plus en amont auront un peu plus de chance. Bon, pas tous les pays, mais ce sera le cas du Tadjikistan. Ça devrait mieux se passer pour lui. Enfin, la situation sera la même qu'avant la construction. Le Kazakhstan est situé plus en aval et le canal de Koch-Tepa posera des problèmes aux efforts déployés par le pays pour restaurer la mer d'Aral. Il s'agissait autrefois d'un lac salé, mais à cause des prélèvements excessifs dans l'Amou Daria et le Sir Daria, les deux fleuves qui l'alimentaient, il s'est asséché. Le grand lac a donné naissance à deux petits et la majeure partie de l'ancien bassin hydrographique est aujourd'hui occupée par le désert d'Aralkoum. Mais il ne s'agit pas que de la restauration de la mer d'Aral. Même si le Kazakhstan se trouve plus au nord du fleuve et n'a pas d'accès direct à celui-ci, la construction du canal pourrait l'affecter également. Plus précisément, si l'Ouzbékistan manque d'eau dans l'Amou Daria, le pays pourrait essayer d'en prélever davantage dans le Sir Daria qui traverse le Kazakhstan. Et comme le Kazakhstan est en aval de ce fleuve, c'est lui qui en pâtirait. Bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure pour l'instant. C'est encore tôt. Une étude récente réalisée par un groupe économique allemand montre que même si le canal de Koch-Tepa détourne 25% de l'eau de l'Amou Daria, ça ne réduira le PIB de l'Ouzbékistan que de 0,7% d'ici 2030. Évidemment, toute perte est désagréable, mais elle serait faible. Le pays pourrait s'en remettre. En fait, à l'heure actuelle, l'impact n'est pas significatif. Pas parce que les autorités afghanes se soucient de leurs voisins, mais parce que les canaux destinés à acheminer l'eau vers les champs n'ont pas encore été construits. De plus, les champs ne sont pas prêts à être cultivés, il est donc inutile de les arroser. En effet, le processus est très lent, de sorte que les pays voisins qui seront affectés par la construction du canal ont le temps de s'y préparer. Ils peuvent chercher des solutions, conclure des accords et faire de leur mieux pour atténuer les conséquences, car celles-ci ne toucheront pas seulement le monde agricole. Les spécialistes de l'environnement craignent que, outre les problèmes d'irrigation, la construction d'un nouveau grand canal dans la région ne nuise à la flore et à la faune et n'affecte les écosystèmes du bassin du fleuve Amou Daria. Une telle chose est inévitable quand on prélève de grandes quantités d'eau quelque part. La question est de savoir quelle sera l'ampleur des conséquences. En tout cas, les écologues l'affirment, si le niveau de l'Amou Daria baisse trop, le taux d'humidité de cette région sèche s'en trouvera affecté. Je sais ce que vous pensez, comment le taux d'humidité pourrait être plus bas qu'il ne l'est déjà? Il est évident que plus l'humidité diminue, plus l'air est sec, et ça a un impact négatif sur les plantes. En conséquence, les plantes meurent, leurs racines ne peuvent plus retenir le sol et la désertification s'ensuit. Enfin, elle s'aggrave. De plus, divers éléments chimiques contenus dans la poussière transportée par le vent ont des effets négatifs sur la santé humaine, sans parler des animaux. Et puis, il y a la mer d'Aral qui est déjà en très mauvais état. Le canal de Koch-Tepa présente un risque pour l'environnement. D'autant plus que beaucoup s'interrogent sur la qualité de la construction, et ces questions ne font qu'alimenter les inquiétudes. Des images satellites montrent qu'en novembre 2023, une énorme quantité d'eau s'est échappée de ce qui était censé être une section achevée du canal. Personne ne sait comment c'est arrivé. Les théories sont nombreuses. Accident, incompétence des ingénieurs, voire sabotage. Mais la communauté internationale ne dispose pas d'assez d'éléments et tout le monde est dans l'expectative. Ce qui en soi est préoccupant. Les experts savent seulement qu'il y a eu une brèche dans une section du canal de 30 mètres de long qui a entraîné une perte d'eau importante. L'eau a continué de s'écouler pendant plus d'un mois avant qu'une ONG, Rivers Without Boundaries, ne tire la sonnette d'alarme. Sur la base d'images satellites, le groupe a expliqué l'inondation par des défauts structurels de conception. En d'autres termes, le canal a été mal construit. Les parois n'ont pas résisté à la pression du flux et une énorme quantité d'eau a été libérée, inondant la zone environnante. L'inondation a été assez importante. Le 5 novembre, la zone inondée couvrait 19,5 km² et le 13 décembre, l'agence d'État ouzbek a indiqué que 30,3 km² avaient été submergés. Qu'en ont dit les autorités afghanes? Eh bien, les talibans ont déclaré qu'il s'agissait d'un événement contrôlé nécessaire pour réguler le niveau des eaux souterraines dans une zone située à 75 km du canal. De nombreux experts étaient sceptiques quant à cette explication, mais les talibans n'en ont pas fourni d'autres.
Comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas aidé à calmer l'anxiété. Une agence asiatique a publié une étude dans laquelle elle émettait de sérieux doutes quant à la qualité de la construction. Les méthodes utilisées semblent très primitives. Le canal est simplement creusé, sans renforcement ni revêtement adéquat du fond et des berges, indique le rapport. Cette approche présente un risque sérieux, car des pertes d'eau importantes pourraient se produire en raison de l'infiltration dans le sol sablonneux sec. Vous me suivez, pas vrai? Quand on construit un canal, il est important de le renforcer avec du béton. On procède toujours ainsi. Mais le canal de Koch-Tepa a été construit sans béton. Résultat, l'eau s'enfonce dans le sol, elle est gaspillée sans raison, et ce, en pleine pénurie. Des experts et des ingénieurs ont exprimé à plusieurs reprises leur scepticisme et leur inquiétude à l'égard du projet. Tous s'accordent à dire que le gouvernement afghan ne dispose pas de l'expérience nécessaire pour mener à bien la construction. En effet, les similarités entre les techniques et le rythme de construction du canal de Koch-Tepa et ceux des projets d'irrigation de la période soviétique, en particulier le canal du Karakoum, font penser qu'on se dirige vers les mêmes problèmes que par le passé. Que pensent les talibans de toutes ces préoccupations? Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sher Mohammad Abbas Staniksai, a fait cette déclaration. Si nos voisins ont des inquiétudes à ce sujet, nous sommes prêts à les entendre par la voie diplomatique. Cependant, bien que cette déclaration semble conciliante, elle a été comprise comme une menace. D'autant plus que le ministre de la Défense par intérim, Maulawi Mohammad Yacoub Moudjahid, a déclaré que les forces armées afghanes résisteraient fermement à toute tentative agressive d'entraver le projet. Mais qui ferait une telle chose? Eh bien, l'Afghanistan n'a encore signé aucun accord régional ou international sur l'utilisation des eaux fluviales transfrontalières. Certains analystes craignent que les talibans n'utilisent le canal de Koch-Tepa comme une arme contre leurs voisins. Par ailleurs, des experts d'Asie centrale estiment que l'Afghanistan a le droit de prélever sa part d'eau du fleuve Amu Daria et qu'il le fera. Après tout, les Afghans ont grand besoin d'eau. Et la construction du canal avance à grands pas. L'idée, comme je l'ai dit, ne date pas d'hier, mais les travaux n'ont démarré que le 31 mars 2022. La première phase de ce projet en 3 phases s'est achevée en septembre 2023. Elle a coûté environ 96 millions d'euros, un chiffre approximatif, les responsables afghans n'étant pas très enclins à fournir des rapports détaillés. Mais ils insistent sur le fait que le financement provient des impôts, des mines de charbon et d'autres sources locales. Ce financement est-il volontaire ou du genre obligatoire? Personne ne le sait vraiment. Quoi qu'il en soit, la deuxième phase a démarré fin février 2024 et le canal de Koch-Tepa devrait être entièrement achevé en 2028. Ce qui pourrait bien être le cas car en décembre 2024, il a été annoncé que la deuxième phase était achevée à 81%. Au moment de cette vidéo, on en est là, aucune info plus récente n'a été communiquée. On sait que des travaux sont en cours sur 4 ponts canaux et que des milliers d'emplois ont été créés. Les digues du canal, car oui, elles existent, étonnamment, même sans béton, sont achevées à 67%. Tous les travaux sont effectués conformément aux normes internationales, a déclaré un représentant de la compagnie publique en charge du projet. Comment tout ça se terminera? Eh bien, on le saura bientôt, dans 3 ans. La nouvelle du jour est que j'ai conclu un accord avec mon médecin pour passer à un système de téléconsultation. Après une consultation ordinaire, je lui ai envoyé un mail et voilà, 2 semaines plus tard, il m'a enfin répondu. C'était peut-être pas une bonne idée. Canal rentable. On a beaucoup parlé aujourd'hui des avantages du canal de Koch-Tepa pour l'Afghanistan. Mais qu'en est-il de sa rentabilité ? Est-ce qu'il rapportera de l'argent au pays une fois la construction achevée? Oh, absolument! Selon les estimations, le canal rapportera à l'Afghanistan 480 millions d'euros par an. Il devrait transformer le paysage agricole du pays, en particulier la production de blé, ce qui aidera l'Afghanistan à devenir autosuffisant et à renforcer son économie. Selon les autorités afghanes, le projet de canal de Koch-Tepa est une initiative à long terme. Son impact ne sera peut-être pas immédiatement perceptible, mais avec une gestion adéquate, il pourrait faire la différence dans de nombreux secteurs. En outre, d'autres canaux sont prévus, ce qui signifie encore plus d'eau pour le pays.
Car oui, c'est pas un secret que les gens s'installent là où il y a de l'eau. Il en a toujours été ainsi, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pourquoi les zones proches du canal de Koch-Tepa vont être transformées en villages. On en met plein la vue aux gens, bien sûr. Ces villages seront conçus selon les normes modernes pour faciliter la vie des habitants et des fermiers. La zone de développement sera de 1618 hectares et tous les villages disposeront du nécessaire, en particulier au niveau des infrastructures. La guerre de la rivière. L'Amu Darya n'est pas le seul cours d'eau autour duquel plusieurs pays ne parviennent pas à s'entendre. Et je ne parle pas non plus du Sir Darya, mais d'une rivière appelée Helmand qui est au cœur de relations très tendues. Cette fois, le différend oppose l'Iran et l'Afghanistan. La rivière prend sa source dans les montagnes de l'Hindu Kush, dans le centre-est de l'Afghanistan, et coule vers le sud-ouest à travers la moitié du pays avant de former des marécages à la frontière avec l'Iran. En 1973, un accord a été signé qui accordait à l'Iran 22 mètres cubes d'eau par seconde et davantage en cas de besoin. Cependant, l'Iran accuse l'Afghanistan de ne lui laisser que 4% du volume convenu. Naturellement, c'est très peu. L'eau de la rivière Helmand, au fait, est essentielle pour l'Iran car elle contribue au développement des régions agricoles du Sistan et Baloutchistan. Le manque d'eau a des conséquences graves en ce milieu du XXIe siècle, car les sécheresses croissantes et la diminution des précipitations poussent les zones agricoles au bord du gouffre. D'une manière générale, l'Iran est un pays dont les terres sont très sèches, et pour bien faire, il s'y ajoute des tempêtes de poussière dues à la disparition du couvert végétal. En fait, sans cette eau, l'Iran est dans le pétrin. La situation est aggravée par le fait que l'Afghanistan a construit plusieurs barrages sur la rivière Helmand. Par exemple, le barrage de Kamal Khan, situé à la frontière avec l'Iran, a été inauguré en mars 2021. Le barrage de Kadjaki, qui a souvent été un point de conflit, a fait l'objet de travaux importants qui ont été récemment achevés. Certes, l'Afghanistan, afin de maintenir ses relations commerciales avec l'Iran, a augmenté le débit du barrage de Kamal Khan, mais c'est tout. Utilisation excessive. Au début de la vidéo, j'ai expliqué que la consommation excessive d'eau du fleuve Amu Darya avait conduit à une catastrophe. La mer d'Aral a presque disparu de la surface de la Terre. Pour voir si les choses vont vraiment si mal, un groupe de reporters a entrepris un voyage dans la vallée de l'Amu Darya. Ils ont étudié la disparition de cet écosystème qui avait existé pendant des milliers d'années avant que l'activité humaine ne conduise à sa destruction. Et il n'y a pas de quoi se réjouir. À l'heure actuelle, pas une seule goutte d'eau de l'Amu Darya n'atteint la mer d'Aral. Vous l'avez compris, toute l'eau de l'Amu Darya est destinée à satisfaire les besoins humains, principalement via l'agriculture, et il n'est donc pas question qu'elle atteigne la mer d'Aral. Il n'y a même pas assez d'eau pour l'irrigation. Ainsi, priorité est donnée aux besoins humains, car les gens essaient simplement de survivre en cultivant des plantes et en élevant du bétail. Dans le passé, les pertes d'eau étaient faibles, mais depuis les années 1960, les choses ont radicalement changé. Les pays ont mis en place des plans d'irrigation basés sur le détournement de l'eau pour augmenter la production de coton, ce qui n'a laissé aucune chance de survie à la mer. À l'heure actuelle, pour voir des vestiges de la mer d'Aral, il faut se rendre au Kazakhstan où des progrès ont été réalisés dans le but de sa restauration. Car oui, elle peut encore être restaurée, comme d'autres lieux similaires, mais la mer d'Aral n'est une priorité pour personne. Déclaration inhabituelle. Malgré sa réputation de pays sec, la géographie de l'Afghanistan est incroyablement variée. On y trouve de hautes montagnes où vivent des panthères des neiges, des forêts de pistachiers. En bref, il y a beaucoup à voir. Cependant, il y a quand même plus de déserts que de beaux paysages, et ces déserts s'étendent, dévorant les forêts. Pour cette raison, les autorités afghanes ont pris une initiative surprenante. Ils veulent planter des arbres. Selon elles, ça aura un impact important sur l'environnement, le développement économique et l'amélioration des terres arables. L'idée semble raisonnable, c'est le principe de la reforestation. Mais qu'en est-il de la mise en œuvre ? Eh bien, chaque citoyen est tout simplement tenu de planter un ou plusieurs arbres fruitiers ou non fruitiers. Si tout se passe comme prévu, ça devrait permettre de lutter contre le désert et de redonner vie aux zones arides.
Rien qu'entre 1990 et 2005, un tiers des forêts du pays ont été abattues et dans certaines provinces, la moitié du couvert forestier a disparu. Dans les provinces de Badghis et de Takhar, les satellites n'ont détecté pratiquement aucun arbre en 2002, contre 55% et 37% de couvert végétal en 1977. Une question se pose. Pourquoi abattre les arbres alors que la situation est déjà mauvaise ? La réponse est simple, pour le bois. Les gens se servent du bois pour cuisiner. Évidemment, l'abattage illégal contribue à la destruction des forêts. Ainsi, si les gens ne font pas un effort, la restauration ne se fera pas toute seule. Vous me devez un like. À plus.